Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir ou revoir un point qui peut parfois poser problème et qui pourtant n'est pas très difficile une fois qu'on a bien compris comment faire pour l'utiliser. Donc il s'agit d'utiliser les conditions initiales pour trouver la solution physique d'un problème. Alors pourquoi la solution physique? C'est parce que comme on va le voir, souvent quand on résout un problème, on a une solution mathématique qui contient une ou des constantes qu'il faut encore déterminer pour avoir la solution unique qui correspond au problème physique avec ses conditions initiales. Alors, donc ça, vraiment, on le retrouve très souvent en physique parce que beaucoup des équations de base sont des équations qui sont différentielles. Et donc forcément, quand on les résout, on a des constantes. Alors commençons par quelques petits rappels et quelques généralités. Alors attention, ce n'est pas un cours de maths, donc le vocabulaire utilisé n'est peut-être pas très en adéquation avec ce que vous voyez en cours de maths associé. Alors donc supposons qu'on connaisse la dérivée d'une fonction qui nous intéresse, donc cette fonction représentant par exemple une grandeur physique qui nous intéresse. Donc si on connaît la dérivée de cette fonction sur un domaine de définition, eh bien on est capable, par un calcul de primitive, de remonter à la fonction. Mais dans cette fonction, il y a une constante près qu'on note k. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on connaît la dérivée de la fonction, la dérivée graphiquement c'est la pente de la fonction, donc si on connaît la dérivée en chaque point de la fonction, eh bien on va être capable de remonter à la forme de la fonction, mais il va nous manquer une donnée pour avoir la position verticale de la fonction. Alors pour bien le voir, on peut utiliser une petite simulation ici avec GeoGebra. Donc supposons ici que la dérivée de la fonction, ça soit 3t sur tau, avec tau égale 2. Donc on a ici la fonction linéaire, et donc on cherche la primitive de cette fonction. Et bien la primitive, ça va être 3t carré sur 2 tau plus k. Alors effectivement, quand vous primitivez ça, 3 sur tau c'est une constante, donc il faut juste primitiver t, donc ça fait 3 demi de t carré sur tau, et donc plus une constante. Et du coup, cette constante qu'on a rajoutée ici, eh bien, graphiquement, on voit que ça ne consiste qu'à une translation verticale de la fonction. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si je redérive cette fonction bleue, donc je fais la dérivée avec GeoGebra, eh bien, on voit que on obtient toujours donc la fonction de départ qui était la dérivée, enfin pas la fonction, pardon, la dérivée de la fonction, et ce quelle que soit la valeur de k. Donc je change k, mais la dérivée est toujours la même, et c'est donc bien la même que la dérivée de départ, donc la dérivée avec laquelle je suis parti dans le calcul. Donc ça c'est logique, puisque si vous redérivez f ici, eh bien ça va faire la dérivée, donc ici 3 fois 2t sur 2 tau, donc ça va faire 3t sur tau, et surtout ici, puisque c'est plus la constante, eh bien la dérivée d'une somme c'est la somme des dérivées, donc il faut rajouter la dérivée de k, mais c'est 0. Voilà donc pourquoi il y a une constante ici près, puisque quelle que soit la valeur de k, on retrouve bien cette dérivée-là. Donc si vous partez de la dérivée, eh bien, il y a une indétermination sur cette constante k. Du coup, pour lever cette indétermination, pour trouver vraiment la fonction f de t qui est solution du problème, eh bien, on a besoin de connaître la valeur de cette fonction à un instant particulier. Alors je dis un instant parce qu'ici la variable c'est le temps, très souvent en physique, mais ça pourrait être x ou n'importe quoi. Donc en fait vous avez besoin d'avoir un couple variable grandeur. Donc ici un instant t et la valeur de la grandeur à cet instant t0 par exemple. Et ça donc ça va fixer du coup la valeur de k et donc ça va fixer la fonction. Alors continuons avec l'exemple. Supposons que la valeur de la fonction à l'instant t égale 2 tau, ça soit 8. Donc en fait, je sais que lorsque t égale à 2 tau, la fonction vaut 8. Donc en fait, graphiquement, ça m'impose un point par lequel la fonction doit passer. Donc ici, c'est le point 2 tau 8, que j'ai appelé le point A. Et donc, je vois ici, par exemple, que la fonction bleue, ça n'est pas la bonne. Parce que cette fonction bleue ne passe pas
par le point de taux 8. Donc il faut que je trouve la valeur de k qui permette à la fonction, je sais que toutes ces fonctions-là ont la bonne dérivée. Mais maintenant, je cherche la fonction qui passe par le point de taux 8. Et donc, je vois ici, voilà, à peu près, tac. Ici, avec k égale moins 4,1 ou bon, voilà, moins 4, a priori, ça semble bien passer par le point A. Donc, a priori, la bonne fonction, c'est 3t carré sur 2 taux moins 4. Donc, la fonction qui correspond à la dérivée avec cette contrainte. Donc, vérifions-le par le calcul. Ici, on a f de t. Donc, maintenant, je vais dire que f à l'instant t égale 2 taux, c'est égal à 8. Or, moi, je connais f à n'importe quel instant. Donc, il suffit que je remplace l'instant quelconque t par 2 taux, et je dirais à ce moment-là que le résultat doit être égal à 8. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Ça fait 3 demi de t carré, mais t, ici, c'est 2 taux. Donc, de 4 fois taux carré sur taux, plus k, est égal à 8. Donc, ici, il y a un carré qui s'en va. Le 4 se simplifie avec le 2 ici, il reste 2. Donc, il reste 6 taux plus k égale 8. Donc, on en déduit que k égale à 8 moins 6 taux. Donc ça, c'est ce qui nous a permis, donc cette information ici, nous a permis de déterminer k. Sauf que ce n'est pas une fin en soi, le but c'est quand même avoir la fonction qui vérifie le problème. Donc une fois que vous avez la constante, il faut réécrire donc votre fonction avec la valeur de k que vous avez déterminée. Et là, à ce moment-là, vous pouvez dire que vous avez fini votre problème puisqu'il n'y a plus d'indétermination. Alors vérifions-le graphiquement. Donc on a choisi taux égale 2, donc ça fait 8 moins 12, donc k égale moins 4. C'est bien ce qu'on a trouvé en tâtonnant graphiquement. Voilà, bon, rien d'extraordinaire, mais voilà quand même pour se remettre en jambe. Donc maintenant, si on connaît non pas la dérivée première, mais la dérivée seconde, eh bien c'est le même principe, sauf qu'il va falloir primitiver 2 fois, et du coup à chaque fois qu'on primitive, ça va amener une constante, une indétermination. Donc, partons d'un exemple. La dérivée seconde de f, c'est exponentielle moins 2t sur taux. Donc, on va primitiver une première fois. Donc, si on primitive une première fois, on va avoir la dérivée première est égale donc à la primitive à droite. Donc, ça fait moins taux sur 2 exponentielle moins 2t sur taux. Alors, si vous n'en êtes pas sûr, vous redérivez exponentielle moins 2t sur taux. C'est une fonction composée, donc il faut penser à dériver moins 2t sur taux multiplié par la dérivée de l'exponentielle. Donc en gros, ça fait sortir moins 2 sur taux, qui va se simplifier avec le moins taux sur 2 ici. Et donc on retrouve bien quand on dérive exponentielle moins 2t sur taux. Alors attention, ça c'est la primitive, mais il faut que je rajoute une constante. Parce qu'ici, quelle que soit la constante k, si vous redérivez ça, vous obtenez bien comme dérivée seconde exponentielle moins 2t sur taux. Ensuite, donc, je continue, je reprends une primitive pour la fonction f de t. Donc là, à nouveau, ça fait sortir moins taux sur 2, donc ça fait plus taux carré sur 4, exponentielle moins 2t sur taux. Et ici, k, il faut aussi que je le primitive. Donc si je primitive une constante par rapport au temps, ça va faire plus la constante fois le temps, plus une nouvelle constante. Parce qu'à chaque fois que je primitive, il faut que je rajoute une constante. Et donc on voit bien ici qu'on a deux constantes à déterminer, parce que ce qu'on connaissait, c'était la dérivée seconde. Du coup, graphiquement, eh bien, ici, donc, j'ai mis les fonctions qu'on a trouvées. Donc, C, c'est toujours une constante qui fait une translation verticale de la fonction. Mais par contre, la première constante qu'on a utilisée, eh bien, elle a un rôle qui est un peu plus compliqué. Donc, elle va avoir un rôle par rapport à la dérivée. Voilà. Donc, pour connaître f de t, il faut absolument tout connaître. Donc, il faut connaître k et c. Du coup, vu qu'il y a deux paramètres, deux inconnus à déterminer, eh bien, on va avoir besoin de deux informations. Et quand je dis information, c'est-à-dire deux couples, instant et valeur de la fonction à cet instant correspondant. Donc, il va falloir une valeur de temps et une valeur de f.
Et puis, il y a deux possibilités ensuite. C'est soit vous avez une autre valeur de temps et la valeur de f associée. Donc ça, c'est où j'ai commencé par la deuxième possibilité. Donc c'est-à-dire, en fait, vous avez deux fois, par exemple, un T1, un T2, et les valeurs de f à T1 et à T2. Ou l'autre possibilité, souvent en physique, ça sera ça, c'est vous avez la valeur de f à un instant et la valeur de la dérivée de f, donc ici, à un autre instant ou au même instant. Voilà, donc ça fait plusieurs possibilités, mais voilà, l'idée c'est avoir deux informations, deux couples temps, fonction ou temps et dérivée de la fonction. Alors, prenons un exemple. Donc ici, je suppose que la dérivée de la fonction qu'on cherche à l'instant t égale à 0, donc ici la parenthèse t égale à 0, ça veut bien dire que la valeur de la dérivée à t égale à 0 est égale à 0. Donc la dérivée est nulle au départ. Alors ça c'est une autre écriture. Quand cette écriture-là n'est pas très claire, on peut parfois en physique écrire ça comme ça. Donc df sur dt, une barre et en bas de la barre, at égale à 0, donc c'est pour préciser, la dérivée prise en t égale à 0 est égale à 0. Et ensuite, à l'instant initial, la valeur de la fonction c'est 1. Alors, donc, commençons par utiliser la première information. Donc, pour ça, je vais utiliser l'expression, parce que puisque j'ai une information sur la dérivée, il faut que j'utilise l'expression de la dérivée. Donc, on sait que df sur dt est égal à moins taux sur 2 exponentielle moins 2t sur taux plus k. Donc, j'écris ici la valeur de la dérivée, c'est 0. Ici. Et à droite, donc je remplace t par 0. Donc ce qui fait moins taux sur 2, exponentielle de moins 2 sur taux fois 0, donc exponentielle 0 plus k. Donc on en déduit que k est égal à taux sur 2. Alors attention, ici il faut absolument que vous perdiez le réflexe que vous avez peut-être acquis en terminale, qui est de dire que la valeur de la constante, c'est la valeur initiale. Donc ici, la dérivée vaut 0, donc k égale à 0. Vous voyez bien que ici, c'est faux. C'est vrai uniquement dans certains cas. Donc au lieu de se souvenir d'une règle qui n'est pas valable tout le temps, il vaut mieux savoir appliquer rigoureusement les conditions initiales, enfin en tout cas les conditions. Et à ce moment-là, vous êtes sûr de ne jamais vous tromper. Donc on a trouvé k. Ok, super. Donc si j'ai trouvé k, j'en profite. Je vais réécrire du coup ce que je sais dans la fonction f qui m'intéresse. Donc la fonction f, c'est taux carré sur 4 exponentielle moins 2t sur taux plus kt, mais ce coup-ci, k, c'est taux sur 2, t, plus grand C. Et donc maintenant, je vais utiliser la deuxième condition. Donc je sais que je connais la valeur de la fonction, elle vaut 1. Donc je remplace la valeur de la fonction par 1. Et je sais que c'est à l'instant t égale à 0. Donc à nouveau, je vais faire t égale à 0 dans l'expression ici de la fonction, en fonction du temps. Donc ça va me donner taux carré sur 4 exponentielle, donc de 0, plus taux sur 2 fois 0, plus c. Et donc ça fait 0, mais attention, exponentielle de 0, ça fait 1. Du coup, on a 1 est égal à taux carré sur 4 plus c. Et donc c est égal à 1 moins taux carré sur 4. Donc à nouveau, c n'est pas égal à 1. Encore une fois, attention au mauvais réflexe. Et voilà, donc on a trouvé k et c, donc on peut conclure que la fonction qui est solution du problème physique et qui n'a plus aucune indétermination, c'est la suivante. Voilà. Alors continuons donc avec des exemples qui proviennent de la physique. Ah non, pardon, j'ai oublié. Oui, donc pour parler des équations différentielles, donc on va aller très vite. Donc dans une équation différentielle, le problème c'est que on ne peut pas primitiver. Parce que, par exemple ici, je connais la dérivée de la fonction u de t, mais en fonction de u de t. Donc je ne peux pas primitiver, parce que si je primitive ici, il faut que je fasse la primitive de u que je ne connais pas. Donc en fait, quand on a une équadif, on ne peut pas fonctionner comme ça. Donc on a vu, et on verra encore
les méthodes de résolution des équatifs. Et donc, on a des constantes à déterminer. Bon, et simplement ce que je voulais dire ici, en généralité, c'est que du coup, le nombre de constantes à déterminer, ça correspond à l'ordre de l'équation différentielle. C'est aussi simple que ça. Donc des exemples en physique. On va commencer par un lancer vers le haut. Donc j'ai pris z vers le haut. Du coup, en appliquant le PFD, on a az égale moins g. Donc ici, on est dans le cas où on a la dérivée seconde de l'altitude, z. Et ici, donc, c'est pas vraiment une équation différentielle puisque cette dérivée seconde est égale à une constante. Donc je peux primitiver. Si je primitive, donc à gauche, je vais obtenir la vitesse. À droite, moins g, t. Et attention, plus une constante. Et donc ici, vu que j'ai une condition sur la vitesse, eh bien, au lieu d'écrire théoriquement z en fonction du temps avec cette constante k et une autre constante, en fait, je peux dès à présent déterminer cette constante k. Donc je sais qu'à t égale à 0, la vitesse vaut v0. Donc je connais la vitesse, donc le terme de gauche, c'est v0 égale 4. Et ça, je sais que c'est à t égale à 0. Donc je remplace t par 0. Ça me permet de dire que k égale v0. Donc c'est un des cas justement où la constante est égale à la condition initiale. Et donc, avant de primitiver, je peux écrire la nouvelle information que j'ai, c'est-à-dire que k est égal à v0. Voilà. Et donc maintenant, je vais primitiver, encore une fois, pour avoir z en fonction du temps. Ce qui fait moins gt2 sur 2, plus v0t, plus une nouvelle constante. Ici, pareil, je connais la condition sur l'altitude à t égale à 0. Donc je remplace à gauche z de t, je la connais à t égale à 0, c'est h. Et ensuite, je sais que c'est égal à h à l'instant t égale à 0. Donc dans le terme de droite, je remplace t par 0. Voilà, ça fait 0, 0. Donc on en déduit que c égale h. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas dans l'absolu trouver c et k. Ce qui nous intéresse, c'est avoir la fonction z de t sans aucune inconnue. Donc justement, on peut conclure que z de t est égal à moins gt carré sur 2 plus v0t plus la hauteur de départ. Bon. Donc ça, c'est un premier exemple que vous avez vu au lycée. Normalement, vous avez dû résoudre comme ça. Alors une autre possibilité, c'est supposons que vous preniez en vidéo le lancer. Et du coup, ce que vous connaissez, c'est pas la position de départ et la vitesse initiale, mais par exemple, vous pouvez connaître la position de départ, l'altitude de départ, et l'altitude à un autre instant. Donc vous ne parlez pas de vitesse. Du coup, on a toujours AZ égale moins G, ça ne change pas, VZ égale moins GT plus K. Et donc ici, on n'a pas d'information sur la vitesse, donc je primitive direct. Donc Z de T égale moins GT carré sur 2 plus KT plus C. Et donc ici, j'ai deux conditions, donc j'ai un petit système. Je sais que Z est égal à H à l'instant T égale à 0. Voilà. Et je sais que Z est égal à Z1 pour T égale 0,5 secondes, que je vais appeler T1. Donc je remplace Z de T par Z1 et je remplace T par T1. Voilà, et ici donc, les deux inconnus, ce sont bien K et C. Puisque H, c'est un paramètre du problème, G aussi, Z1 et T1, on les connaît, donc ce sont bien K et C les inconnus. Donc ce petit système, on le résout. On commence par la première ligne, c'est la plus simple, on a direct C égale H. Et donc la deuxième ligne donne Z1 égale moins GT1 carré sur 2 plus KT1 plus H. Du coup, il ne reste plus que K à déterminer. On fait passer tout de l'autre côté, on divise par T1, ça fait K est égal à Z1 plus GT1 carré sur 2 moins H divisé par T1.
On fait l'application numérique, ça fait 8, plus, bon, G on va prendre 10. Donc ce qui fait T1, donc c'est 0,5, c'est 1,5, donc ça fait plus G sur 8. Donc ce qui fait, si je dis pas de bêtises, 1,25. Moins H, donc H c'était 2 mètres, divisé par 0,5. Je suis pas sûr de ne pas avoir dit de bêtises, donc ça fait un quart, un huitième, un huitième. Ouais, c'est ça, normalement c'est ça. Voilà, donc ce qui fait K est égal à 6 plus 1,25, donc 7,25. 7,25 fois 2, ce qui fait 14,5. Et alors, on ne va pas revenir sur les dimensions, mais on voit bien que ici, K, c'est une vitesse, puisqu'il faut que KT soit égal à une longueur. Donc il faut que K soit une longueur sur un temps. Donc c'est bien une vitesse. Et d'ailleurs, en fait, K, c'est la vitesse initiale. Donc on a une grosse vitesse initiale ici, 14,5 mètres par seconde. Voilà, et donc on en déduit comme ça, parce que c'est ça qui nous intéresse, hein, Z de t est égal à, alors si on utilise les valeurs, moins gt carré sur 2 plus 14,5 fois t plus 2. Voilà donc comment, sans connaître la vitesse initiale, mais en ayant deux informations sur la position de l'objet à deux instants différents, eh bien, on fait pour déterminer les deux constantes. Alors, continuons. Donc, on a ici le cas du cours où on a un oscillateur harmonique. On a fait l'étude en prenant l'origine au niveau du point d'accroche. On est arrivé à cette équation différentielle-là et on a trouvé que une des solutions possibles, c'était A cosinus oméga 0t plus phi plus L0. Donc celle de droite, je la laisse pour la fin de la vidéo. Voilà, donc on sait que cette forme de x de t est bien solution de cette équation différentielle. Mais donc il nous reste encore à trouver A et phi pour avoir donc la solution du problème correspondant aux conditions initiales. Donc on a pris comme condition initiale une longueur initiale qui correspond à la longueur au repos qu'on appelle L0. Et par contre, du coup, on fait un choc sur l'objet et du coup, à l'instant t égale à 0, il y a une vitesse V0. Donc ça, c'est à t égale à 0. Donc, moi, ce que je vous conseille ici, c'est d'être très méthodique. Le problème de cette résolution, comme on l'a déjà dit, c'est qu'on n'est pas passé par des primitives successives. Donc en fait, on a directement la forme générale de x de t. Sauf que vous, ici, vous avez une condition sur la vitesse. Donc, pour pouvoir utiliser cette condition sur la vitesse ici à t égale à 0, eh bien forcément, vous allez avoir besoin de l'expression de la vitesse en fonction du temps, pour pouvoir ensuite remplacer t par 0 dans cette expression. Donc moi, ce que je vous invite à faire, puisque vous savez qu'il va falloir appliquer la condition initiale sur x et celle sur v, eh bien, c'est, avant d'appliquer les conditions initiales, d'avoir l'expression de v de t. Alors, comment avoir cette expression? Eh bien, puisque vous avez l'expression de x de t, avec certes a et phi que vous ne connaissez pas, mais quand même, vous avez la forme. Donc, vous êtes capable d'avoir la forme de v de t. Pourquoi? Parce que eh bien, v, c'est dx sur dt. Donc, vous pouvez dériver x en fonction du temps. Donc ici, c'est une fonction composée, on a déjà fait ça. Donc il faut faire la dérivée de ce qui est à l'intérieur. Ça fait oméga 0 fois la dérivée du cosinus, c'est moins sinus, avec le a qui reste devant. Voilà. Donc ça, c'est la vitesse à chaque instant, en fonction du temps. Et donc maintenant que vous avez et x de t et v de t, eh bien vous allez pouvoir faire t égale à 0 pour utiliser les informations que vous avez. Vous avez un système. Du coup, on obtient x à t égale à 0. D'après l'expression, donc d'après cette expression-là, ça fait a cos de oméga fois 0, donc 0, plus phi. Donc il reste a cos phi. D'après l'énoncé, ici, x à t égale à 0, c'est L0.
Donc en bleu, c'est ce que j'ai trouvé grâce à l'expression générale de x, de t, et en vert, c'est ce que l'énoncé me donne. Ce sont les conditions physiques du problème. On fait pareil pour la vitesse. Maintenant, j'ai son expression, donc je peux faire t égale à 0 dans l'expression. Ça fait, donc l'expression elle est là, ça fait moins oméga 0 fois a sinus de phi, puisque t égale à 0. Et d'après l'énoncé, ça c'est égal à v0. Donc, on se retrouve bien avec un système de deux équations à deux inconnus, a et phi. Puisque L0 et V0 sont des paramètres du problème. Ça, ce ne sont pas des inconnus. Alors, pardon, j'ai fait une grosse bêtise, pardon. J'ai oublié le L0 qui était là. Il est là, dans cette ligne-là, mais par contre, il n'est pas dans la vitesse puisque c'est une constante. Donc, quand vous dérivez, ça fait 0. Mais par contre, il est là. Donc, finalement, le système que l'on a à résoudre, c'est a cos phi est égal à 0, puisque L0 ici se simplifie avec celui-là, et moins oméga 0 a sin phi est égal à V0. Alors ici, on voit bien qu'il y a une ligne qui a l'air plus simple que l'autre, puisqu'il y en a une qui est égale à 0, donc je vous propose de commencer par celle-là. Comment traduire le fait que a cos phi est égal à 0? Eh bien ici, puisque vous avez un produit, a fois cos phi, eh bien c'est soit l'un soit l'autre qui est égal à 0, ça suffit. Alors maintenant, est-ce que les deux peuvent être égaux à 0? Eh bien a, en fait, ne peut pas être égal à 0. Pourquoi? Parce que a, c'est l'amplitude du signal. Donc si vous dites a égale à 0, en fait, ici, ça veut dire x de t est égal à 0 tout le temps, enfin est égal à L0 ici. Or, physiquement, il y a un mouvement, il y a une oscillation. Donc a ne peut pas être égal à 0. Ce n'est pas lui. Donc c'est forcément cos phi qui est égal à 0. Alors ensuite, comment on traduit ça? Eh bien, vous pouvez faire votre petit cercle trigo. Quelles sont les possibilités pour que cos phi soit égal à 0? Eh bien, c'est soit ici, soit ici. Donc ça veut dire que vous avez phi qui est égal soit à pi sur 2, soit à moins pi sur 2. Eh bien ici, en fait, vous avez le choix. En fait, on va voir que physiquement, ça ne change rien de choisir le plus ou le moins. Il faut en choisir un. Bon, par exemple, je vais choisir le plus, par exemple. Donc on connaît la valeur de phi. Du coup, on peut l'injecter dans la deuxième équation. Ce qui fait moins a oméga 0 fois sinus de pi sur 2 est égal, pardon, c'est pas 0, c'est V0, est égal à V0. Or, sinus de pi sur 2, c'est 1. Donc on arrive à a est égal à moins V0 sur oméga 0. Et donc on a déterminé les deux constantes, donc on en déduit l'expression finale, l'expression physique de la position de l'objet au cours du temps. Et donc c'est moins V0 sur oméga 0 cosinus oméga 0t plus pi sur 2 plus L0. Et vous savez peut-être que le cosinus d'un angle plus pi sur 2, eh bien, c'est égal, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, c'est égal à moins le sinus de cet angle. Regardez par exemple, hop, je prends un angle, je rajoute pi sur 2, j'ai ça. Donc le cosinus de cet angle qui est là, on voit bien que c'est l'opposé du sinus de l'angle de départ. Du coup, cos de oméga t plus pi sur 2, c'est moins sinus oméga t. Et donc, on peut simplifier, x de t est égal à V0 sur oméga 0 sinus oméga 0t plus L0. Voilà. Et vous pouvez également en déduire l'expression de la vitesse. Donc, il suffit de remplacer a et phi, ou alors vous vous amusez à redériver x de t. C'est pareil. Voilà, donc c'est quand même moins facile que lorsque on fait primitive-primitive. Et je vous invite vraiment à être rigoureux et à écrire votre système pour ne pas être perdu. Voilà, et puis donc pour finir, je vous propose 3 exemples pour vous entraîner. Donc faites-les tranquillement en faisant bien vos systèmes, donc en déterminant les expressions dont vous avez besoin en fonction du temps et ensuite en remplaçant.
Et donc à la diapo d'après, vous avez les réponses. Donc je vous laisse faire pause, ne pas regarder les réponses. Donc le faire et puis les vérifier. Voilà donc pour cette méthode.